Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Isabelle de Golemin, rédactrice en chef du quotidien La Croix, Lucille Schmid, du comité de rédaction de la revue Esprit, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Que faire de notre passé colonial ?» Il est ainsi chapeauté: 60 ans après les accords d'Évian qui marquèrent la fin de la guerre d'Algérie et de façon symbolique celle de son empire colonial, le pays reste hanté par des fantômes aux lourdes chaînes. Et ce ne sont pas les propos d'Éric Zemmour sur la colonisation de certains quartiers ou les violents débats intellectuels autour de la pensée décoloniale qui vont apaiser les esprits. Alors pourquoi cette histoire reste-t-elle si conflictuelle aujourd'hui, si chargée de colère et de ressentiment ? Comment réussir à vivre avec cet héritage ? Ce sont les questions que pose ce numéro du 1, réalisé en partenariat avec Arte à l'occasion de la diffusion le 1er février des 4 épisodes de la série Exterminer toutes ces brutes, une fresque signée Raoul Peck autour du suprémacisme blanc et de ses avatars à travers les siècles, impérialisme, colonialisme, esclavagisme, etc. Jusqu'au 19 février, au Théâtre du Rond-Point, Jacques Weber dit un texte d'Éric Fotorino, paru dans le 1 à la mi-décembre, est toujours accessible sur la toile. Ce texte, La pêche du jour, est une fable sur la question migratoire et sur notre indifférence. Nous avons mis en ligne mercredi dernier le deuxième bada d'une série de 4 conversations avec Alexandre Gady, historien de l'architecture, directeur du Centre André Chastel. Il y est question de l'anticléricalisme et de ses effets sur le patrimoine des églises, mais aussi du préfet Haussmann, faux baron et faux urbaniste. Les inscriptions pour notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne le 13 février sont ouvertes sur notre site. Intéressons-nous maintenant au macronisme et à ses contradictions. En 2017, dans son ouvrage Révolution, Emmanuel Macron postulait que la division droite-gauche ne rendait plus compte de notre imaginaire politique. Le macronisme se disait vecteur de consensus parce qu'il prétendait dépasser ce clivage en prenant le « en même temps ». Tandis que le groupe parlementaire de la majorité La République En Marche a un centre de gravité qui penche plus à gauche, celui du gouvernement est composé de grandes figures plutôt estampillées à droite. Cette dualité a pesé sur la gestion des questions de sécurité, d'immigration ou du marché du travail. Le souci majeur de l'Europe, affiché par le candidat puis par le président, s'est traduit notamment par l'appui à l'adoption du plan de relance européen pour faire face à la pandémie de Covid-19. Et aujourd'hui, président du Conseil de l'Union européenne, Emmanuel Macron dit vouloir modifier les traités sur les règles budgétaires et politiser Schengen sur l'immigration, une mesure de gauche, une mesure de droite. À l'intérieur, pour faire face à la crise du Covid, le gouvernement taxé initialement de libéral a finalement engagé un plan de relance keynésien, représentant près de 10% du PIB, un quoi qu'il en coûte qui a fait bondir le déficit budgétaire et la dette publique. Cependant, pour l'économiste Thomas Piketty, Emmanuel Macron a appliqué le programme économique de la droite, suppression de l'ISF, flat tax sur les dividendes, dérégulation du marché du travail, priorité accordée aux premiers de cordée avec les conséquences que l'on sait lors de la crise des Gilets jaunes. Porté par un vote urbain, Emmanuel Macron s'est fait le chantre de la Startup Nation. Toutefois, avec la crise des Gilets jaunes, il a dû parler à la France périphérique en lançant un grand débat national qui l'a amené à sillonner l'Hexagone et à rencontrer des élus locaux. Cependant, pour le politologue Romain Pasquier, je cite, Emmanuel Macron a beau avoir beaucoup dépensé pour les territoires sous la contrainte des Gilets jaunes et du Covid, il reste un président néo-jacobin. Le politologue observe que la ruralité a été plutôt mieux servie que la banlieue, rappelant l'enterrement du rapport Borloo en 2018 et la mise en jachère du projet du Grand Paris. Au rang des chantiers inachevés en Macronie, on cite volontiers la réforme de l'État ou la transition écologique. Pour l'élection présidentielle, Emmanuel Macron veut reprendre le fil de son récit de 2017 sur le mouvement et la transformation, un axe sur lequel se greffe désormais la promotion de l'État-providence, cœur de sa populaire politique du quoi qu'il en coûte, qui conduit certains de ses amis à manier l'oxymore en qualifiant le président de la République de libéral étatiste. Sur cette question, Lucille Schmid.
Oui, merci beaucoup Philippe. Alors ce n'est pas une pirouette, mais j'avais envie de commencer notre sujet sur la vraie nature du macronisme par le fait que, pour commencer, nous savons tous que l'anti-macronisme existe. Pourquoi le savons-nous ? Parce que de la gauche à la droite, sur l'ensemble du champ politique, être contre Emmanuel Macron est devenu un sport national. Et ce qui est très intéressant, c'est que, au fond, ce sport national, dont Yannick Jadot nous a offert un exemple, cette fois-ci décentralisé ou extraterritorialisé au Parlement européen ces derniers jours, est un sport national qui permet d'aller de la gauche à la droite. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'a pas assez fait de réformes à droite pour la droite, qu'à gauche, il a laissé tomber la question sociale et trahi, au fond, les idéaux qu'il avait mis en valeur dans sa campagne de 2017. Et ce que l'on voit, c'est qu'au fond, l'antimacronisme est une manière, de la gauche à la droite, paresseusement, je crois, d'éviter de se poser la question du contenu programmatique que l'on porte à gauche comme à droite. Je crois qu'Emmanuel Macron, donc le macronisme, en tout cas, la vraie nature du macronisme, c'est certainement d'avoir révélé le fait que la gauche et la droite, quelque part, n'avaient plus de véritable contenu programmatique et qu'en ce sens, il aime être disruptif, comme on dit, mais surtout à contre-temps, j'allais dire. Il a révélé le fait que nous n'avions plus vraiment d'espace-temps politique dans notre démocratie. Et en ce sens, le macronisme a été un élément certainement de cristallisation intéressant qu'au bout de 5 ans, au fond, nous n'avons pas dépassé. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que peut-on parler de macronisme lorsque tout tourne autour d'une seule personne ? C'est-à-dire que rappelons-nous que quand même l'ambition portée par Emmanuel Macron, on continue chaque jour à avoir des gens auxquels on dit « mais vous savez, EM, c'est les initiales d'Emmanuel Macron ». Créer un parti politique à son initiale, c'était quand même quelque chose de gonflé. Et le sujet aujourd'hui qui nous est posé, c'est comment est-ce qu'on descend de la création d'un parti politique autour d'une personne, christique quelque part, rappelons-nous des meetings de 2017, à la création d'un mouvement collectif. Est-il possible de passer de la figure jupitérienne à la création, à la diffusion d'une pensée, à la création d'un collectif humain ? Ça, c'est une question qui reste posée. D'où la deuxième question. Au fond, est-ce que la nature du macronisme, c'est pas une forme de machiavélisme sur la conquête du pouvoir ? Et ensuite, la possibilité, de droite à gauche, par des coups de godille, de rester au pouvoir ? Ça, c'est une deuxième question qu'il faut se poser. La troisième chose, c'est certainement qu'il y a une contradiction par rapport à cette question du machiavélisme sur le fait qu'Emmanuel Macron revendique au fond un contenu fort. C'est sans doute le président de la République le plus intellectuel que nous ayons connu. Alors, il y a la référence au général de Gaulle, il y a la référence à François Mitterrand. Quoi qu'il en soit, on a déjà eu des personnes qui avaient lu en étant président de la République. Pompidou, on peut parler de Pompidou aussi. J'y avais pas pensé, c'est vrai, Jean-Louis, excusez-moi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent chez Emmanuel Macron, en tout cas, un regret, quelque part, une envie de retourner à la lecture, à un temps qui soit plus profond, plus long que le temps politique, qui est un temps complètement, on le sait aujourd'hui, gouverné par les réseaux sociaux, ce qu'on ne cesse de rappeler ici. Et dans ce sens, la profondeur intellectuelle et la capacité, en tout cas, à avoir un autre langage que le langage politique d'Emmanuel Macron fait partie, me semble-t-il, de la nature du macronisme. Est-ce qu'on peut changer le langage politique ? Est-ce qu'on peut l'installer dans une autre temporalité ? Ça, c'est une question que nous pose Emmanuel Macron, sans avoir pourtant réussi à créer autour de lui des figures ou des personnes qui, à part lui-même, incarnent cette envie de retrouver un rythme plus intellectuel. Lorsqu'Éric Zemmour se présente de manière nostalgique sur un fond d'histoire et de bibliothèque, quelque part, il s'installe comme adversaire d'un Emmanuel Macron qui, lui, avait installé l'idée qu'on peut lire des livres, aimer Stendhal et, au fond, et refuser les passions tristes et être président de la République. Et je terminerai en disant une quatrième chose, c'est que lorsqu'on brigue un deuxième mandat, lorsqu'on n'est pas encore candidat et pourtant que les sondages disent que vous allez gagner, la question qui vous est posée, c'est d'aller au-delà de la déclaration d'intention. On pouvait gagner en 2017 lorsqu'on était Emmanuel Macron sur un champ de ruines et que François Hollande avait dit qu'il ne se représenterait pas. Mais lorsqu'il s'agit de briguer ce deuxième mandat et d'installer la profondeur et de dire qu'on est différent des autres, la question de passer à l'acte en termes programmatiques, en termes intellectuels et pour incarner autre chose qu'un progressisme mou me semble être quelque chose d'essentiel. Lorsqu'on lit que le macronisme, c'est le progressisme, personnellement, ça me frustre profondément. Isabelle de Golbin. Oui, alors moi je suis d'accord avec Lucile, j'irais même un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il y a un Macron-bashing qui est à la fois le fait des hommes politiques, mais aussi d'ailleurs des chroniqueurs politiques. Je trouve qu'il faut faire attention parce qu'on est déjà dans un pays où il y a beaucoup de haine et d'opposition comme ça frontale. Donc Macron, c'est quand même pas tout mal. Et finalement, on en finit par tout lui attribuer, à la mondialisation, le sentiment d'humiliation des Français, etc. Donc Macron n'est quand même pas responsable de tout ça. Moi, ce que je trouve intéressant, alors vous savez qu'il vient de lancer un nouveau site qui s'appelle Avec vous. Donc on passe En Marche avec vous. Ce que je trouve intéressant sur le En même temps,
c'est qu'il me semble qu'il y a une ambiguïté. Parce que est-ce que c'est en même temps qui voulait dire une manière de gouverner, ou est-ce que c'est en même temps qui voulait dire et de gauche et de droite? Et si on est sur le premier point, une manière de gouverner, c'était intéressant. C'était une forme d'éthique, finalement, de la décision politique. C'est-à-dire de dire qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas avoir des principes ou des mesures toutes faites, mais qu'il fallait effectivement tenir compte de la réalité. Et en ça, effectivement, c'est l'élève de Ricoeur. C'est-à-dire que on essaye de voir et de s'affronter à la réalité, à l'épaisseur un peu de l'histoire et des situations. Et puis, et on essaye de s'adapter. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec le Covid. Finalement, il s'est adapté. Alors, le problème pour ceux en même temps, c'est que pour avoir vraiment une décision qui tienne compte de la réalité, justement, il faut tenir compte de la réalité. Et en fait, le problème de Macron, me semble-t-il, c'est qu'il n'a jamais ménagé un espace critique face à lui où il aurait pu organiser cette discussion. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il s'est présenté comme le seul étant à même de discuter et de prendre les décisions. On voit bien avec l'histoire de la Convention citoyenne, on voit bien avec cette forme de mépris qu'il a toujours eu. Le dernier, c'est il m'emmerde. Aussi la loi sur le séparatisme, où il sépare. Pour faire vraiment ce en même temps, il aurait, à mon avis, fallu qu'il arrive à aménager cet espace critique. Et de ce point de vue-là, ce que je trouve assez grave dans le macronisme, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il a complètement laissé de côté tous les corps intermédiaires qui auraient été à même de faire cette discussion et de permettre ce en même temps. On ne peut pas faire un en même temps tout seul. Et par exemple, les grandes associations caritatives, il les a complètement laissées de côté, alors qu'elles alertent quand même depuis longtemps sur un certain nombre de phénomènes intéressants, la pauvreté au travail, etc. Il a laissé de côté les collectivités locales, les communes, les élus locaux, donc tous les corps intermédiaires. Et ce qui est assez étonnant, parce que cet Emmanuel Macron qu'on sentait, on avait le sentiment qui était assez bien perçu par les corps intermédiaires de notre pays, finalement a été peut-être le président qui en a le moins tenu compte. Et c'est en cela que le en même temps est complètement raté. Alors sur le deuxième point, le en même temps politique de gauche et de droite, c'est sûr qu'il a fait une politique de droite. Alors il ne faut pas non plus oublier les histoires des mutuelles, enfin du remboursement des soins dentaires, des soins ophtalmo, la réforme de la formation professionnelle. Il a quand même fait quelques mesures de gauche, mais c'est sûr qu'il a plutôt été à droite au sens de conservateur. Et peut-être que ce qui a manqué, parce que Lucide parlait du général de Gaulle, c'est vrai que de Gaulle était à la fois conservateur et audacieux, et finalement on aurait attendu d'Emmanuel Macron ce côté de gauche pour des grandes réformes, que ce soit l'éducation nationale, la santé, et en fait, alors la retraite, il n'a pas pu la faire. Alors la seule grande réforme, finalement, c'est une réforme sociétale que la gauche a applaudie. C'est un peu comme Hollande, donc c'est sur la PMA, et Hollande, c'était sur le mariage pour tous. Mais il n'y a pas eu vraiment, même la fonction publique. Il supprime l'ENA. Cette semaine, il a installé le nouvel ENA, mais il n'a pas été dans une grande réforme de la fonction publique et des fonctionnaires. Et qu'est-ce qu'être aujourd'hui, être fonctionnaire au XXIe siècle? Lionel Zinsou. Alors donc oui, on est dans l'ordre, c'est-à-dire on a eu l'accusation, donc maintenant il faut un peu la défense. Alors je trouve que ce que viennent de dire mes camarades... Une parenthèse avant la défense, que comme nous entendons, je crois tous beaucoup des propos comme ceux viennent de tenir Lucille et Isabelle, et à la fin quand même, quand on interroge ceux qui tiennent ces propos et qu'on leur demande pour qui ils vont voter au deuxième tour, ils regardent leurs chaussures et ils disent qu'ils vont voter Macron. Parce que, ce qui peut se comprendre, parce que vu le reste de l'offre, finalement, c'est de l'aronisme à l'état pur, on votera par défaut. Et je me demande s'il ne serait pas opportun de créer un parti qui s'appellerait les Malgré nous, comme... Les Macron-nous. Pardon, Lionel. Les Macron-nous. Non, mais il y a toute une série de, comment dire, sans être désagréable, de clichés, enfin, il y a au fond des choses qui sont répétées et qui me paraissent juste non fondées factuellement. Alors donc, c'est pourquoi tant de haine, pourquoi tel rejet, etc. Bon, le président sortant qui a, en termes de confiance des Français, battu tous les records. Il est 2 fois plus populaire qu'un homme qui est arrivé à 48,5%, Nicolas Sarkozy, dans le deuxième scrutin. Il est 3 fois plus populaire que François Hollande, qui regrette de ne pas s'être présenté en 2017 parce qu'il pense qu'il aurait gagné, ce qui d'ailleurs pas du tout exclu. Enfin,
Pourquoi tant de haine et tant de popularité? Donc, moi, je pense que il n'y a aucun élément factuel pour montrer que ce président est le plus haï de la Ve République. D'abord, il a été exonéré des tentatives d'assassinat sur ses prédécesseurs. Et ensuite, franchement, si la popularité de François Hollande est l'étalon de mesure, si le respect pour Valéry Giscard d'Estaing, y compris dans sa propre majorité, est l'étalon de mesure, franchement, c'est un président qui, au contraire, a apparemment adoré des Français. Donc ça, je trouve que c'est complètement contrefactuel. Deuxième chose, la frustration sur le progressisme. Alors, moi, évidemment, j'ai toujours tendance à regarder la France, et mon pays, à certains égards, évidemment, mais d'ailleurs. Je me rappelle des propos de Gerhard Schröder disant « Je ne sais pas pourquoi, en France, on me considère toujours comme à la droite de Jacques Chirac. » Mais attendez... C'est à droite de Poutine. Il était tout contre, en tout cas, Poutine. Et Jacques Chirac aussi, d'ailleurs, avait de très bonne relation avec Poutine. Non, simplement, je voudrais juste vous faire remarquer que post-Bad Godesberg, enfin, tous les sociaux-démocrates d'Europe font des choses qui maintenant sont adaptées à la France. L'échec du en même temps, bon, peut-être, mais si vous voulez être social-libéral, ça ressemble furieusement à ce que fait le SPD. D'ailleurs, dans les grandes réformes, qui sont d'ailleurs passées très très bien, et notamment grâce à l'ingénierie de Muriel Pénicaud, très très vite au début du mandat sur le marché du travail, mais c'est les mesures Hartz, c'est vraiment de la social-démocratie à l'allemande. Mais c'est aussi très proche de ce que sont les sociodémocrates d'Enrico Letta en Italie, ou le pragmatisme de l'actuelle coalition et sociale et libérale de l'Espagne. Enfin, en Europe, c'est extrêmement familier et pas du tout considéré comme des échecs et pas du tout comme des contradictions, puisque Philippe nous invite à parler des contradictions. Ce ne sont pas des contradictions, ce sont des coalitions sous-jacente dans l'électorat qui suppose de parvenir à avoir des résultats en prenant ce qu'il y a de meilleur dans les deux traditions. Mais c'est très dominant en Europe. Alors, on peut moquer Tony Blair, on peut dire que le New Labour était un immense échec. Moi, je pense que c'était une grande modernisation. On peut dire que Gerhard Schröder n'est pour rien dans les progrès et le départ lancé de Angela Merkel. Enfin, cessons de regarder la France comme quelque chose d'un objet totalement unique. Non, c'est une tradition social-démocrate. Et d'ailleurs, au fond, c'est un homme qui vient de la deuxième gauche. Toutes les équipes viennent du strauss-kahnisme et du rocardisme, très très largement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, parmi les personnalités qu'on sait nommé dans le gouvernement, puisque c'est un gouvernement qui est un peu ignoré, statistiquement, on ne connaît pas beaucoup de ministres, c'est plutôt effectivement Le Drian, des Véran, qui sont des Castaner, qui viennent vraiment directement de la social-démocratie. Donc, l'échec qui vous frustre, j'en suis bien triste, le progressisme n'existe pas. Si, il existe partout dans tout ce qui est l'Europe social-démocrate. Dernière petite chose quand même, la perte des valeurs des campagnes. Oui, on avait tous un peu suivi ces campagnes. D'abord, c'est un homme qui sait faire campagne, ce qui n'est pas le cas de tous les candidats, même peut-être du grand parti de gouvernement qui s'oppose à Emmanuel Macron, savoir faire campagne. Le Parti socialiste. Alors, je pensais également peut-être aux Républicains, qui a une tradition un peu compliquée, mais je pense qu'en termes de rhétorique, d'éloquence, d'empathie, de capacité charismatique, il est possible que la candidate soit un peu derrière Édouard Balladur en termes d'empathie avec les foules. Et donc, il faut savoir faire campagne. Et dans les valeurs des grands meetings, il y avait une société où il y avait effectivement des aspirations de mœurs, de changements, mais qui sont quand même très, très importantes. C'est peut-être beaucoup plus important que beaucoup de mesures de détail sur la formation professionnelle. Mais il y avait des valeurs multiculturelles, assumées et retrouvées, d'ailleurs, notamment dans la relation internationale avec l'Afrique,
politique, les diasporas, etc. Et assumer, alors qu'on est dans un océan d'idées, semi-racistes, simplement xénophobes, de toute une partie de la droite et de l'extrême droite, et puis des valeurs européennes. Donc vous distribuez des drapeaux européens à l'entrée des meetings, et ça n'a absolument pas varié. Donc il y a une fidélité aux éléments les plus importants. Le progressisme, en fait, ça frustre Lucile, mais ça existe. Être derrière Édouard Balladur en termes d'empathie avec les foules, ça paraît difficile, mais nous avons appris qu'être à droite de Marine Le Pen, c'était possible, donc il ne faut désespérer de rien. Jean-Louis Bourlange. Oui, j'ai l'impression qu'une campagne électorale, une campagne présidentielle, c'est fait de deux choses. C'est fait d'une part d'un ensemble de discours, de mesures, de coups de projecteur vers un ensemble de catégories qui sont en situation de revendication, de frustration, et auxquelles les candidats s'efforcent de répondre. Cette affaire et cette tendance-là est extrêmement forte actuellement. Extrêmement forte, et elle domine notamment aujourd'hui le discours présidentiel, comme elle domine d'ailleurs le discours des candidats à la présidence de la République de l'opposition. Et ça me donne une impression un peu vertigineuse et un peu inquiétante de promesses catégorielles émiettées qui n'ont pas énormément de signification pour les gens. Alors ça s'explique par le fait que, pour Emmanuel Macron, parce qu'il n'est pas en campagne, il n'est pas candidat, pardon, donc il faut qu'il tienne un discours de circonstance. Alors il voit telle catégorie de Français et il leur délivre un message qui n'est pas dénué d'arrière-pensée électorale. Ça s'explique aussi par le fait que tous les sociologues, non seulement M. Fourquet, mais constatent que la France est totalement fragmentée et qu'il y a une très très grande difficulté à lui parler comme à un ensemble, comme à une république, une société une et indivisible. Donc, face à cette demande émiettée, la tentation des candidats, c'est de faire une offre émiettée. Et puis, l'autre aspect de la campagne qui me paraît très important et qui ne me paraît pas assez développé aujourd'hui, c'est celui de tenir un discours cohérent en termes de ligne, d'orientation. Et là, je trouve que Macron est historiquement très bien placé. Alors, il n'ose peut-être pas se lancer parce que afficher une ligne, qu'on l'appelle progressiste, qu'on l'appelle, comme on disait à l'UDF naguère, sociale, libérale, européenne, qu'on la qualifie de droit de l'hommiste, etc., ce sont des mots abstraits et il y a une espèce de crainte que l'abstraction ne rencontre pas la compréhension, l'intelligence des électeurs. Moi, je crois que je ne sais pas si ça rencontrera complètement l'intelligence des électeurs, mais je crois que ça rencontrera sans doute l'intelligence et la compréhension de tous les médiateurs et que c'est un élément essentiel de la cohérence de la campagne et de la fabrication d'un vote en faveur ou contre le président sortant. Et là, je trouve cette timidité n'est pas justifiée parce que je crois qu'il est très fort sur le plan de la cohérence. Je pense que en même temps est une logique, alors dans le second sens que vous donniez à ce terme, c'est-à-dire l'idée du droit de gauche et au-delà du droit de gauche, l'idée de défendre à la fois une conception précise et exigeante de la démocratie et des libertés qui s'oppose quand même à tout un volet de l'opinion, à droite comme à gauche, qui est antilibéral, qui est fasciné par M. Orban, qui est fasciné par M. Poutine, qui est fasciné par des modèles autoritaires qui ne sont pas du tout ceux du président. Il y a là un clivage très fort. Sur le plan économique, il y a l'idée, effectivement, assez proche, je suis d'accord avec Lionel, de ce que font les sociodémocrates européens depuis longtemps. Il a cité Enrico Letta. Enrico Letta, moi j'ai siégé avec lui, c'est un ami personnel, mais en plus j'ai siégé avec lui, ce qui n'est pas incompatible, sur les mêmes bancs au PPE du Parlement européen. C'est un homme qui vient de la démocratie chrétienne et qui dirige aujourd'hui le grand parti de gauche italien. Et
Et c'est quelqu'un qui, effectivement, porte cette volonté de conciliation entre une performance économique fondée sur un certain nombre de lois, d'initiatives qui ont été prises dans des conditions difficiles idéologiquement par Macron, et combiné avec l'État-providence. Et là, je trouve qu'il faut quand même pas mégoter sur l'État-providence. Macron est extrêmement n'a vraiment de leçons à recevoir de personne. Ce qu'il a fait depuis la pandémie, c'est quand même tout à fait impressionnant en termes de prise en compte de l'assurance sociale des Français. Et puis, troisièmement, il y a l'Europe, il y a l'international, c'est-à-dire l'idée qu'on ne s'en tirera, c'est à la fois de droite et de gauche, c'est vrai, qu'on ne s'en tirera qu'en construisant une Europe et qu'en la fondant sur des valeurs multilatérales. Ça, c'est très cohérent, alors que Valérie Pécresse est associée à un candidat, à un second, Ciotti, qui dit qu'il préfère Zemmour à Macron, ce qui est quand même un choix idéologique, alors là, disruptif par rapport à la démocratie, et que la gauche, comme vous l'avez souligné, est en miettes. Et alors, je trouve qu'il devrait vraiment se fonder là-dessus. Et en revanche, quand on regarde son bilan, c'est là où je suis d'accord avec certaines critiques qui ont été faites, on voit qu'il a vraiment mis en chantier de façon très positive les questions européennes. Et nous avons marqué des points, notamment intellectuels, notamment par rapport aux Allemands. Pas des points en termes d'intérêt, mais nous avons fait passer nos idées qui n'étaient pas à la mode. Donc, il a marqué des points sur ce plan-là. Il a marqué des points sur le plan économique. En revanche, là où c'est très insuffisant, je crois c'est la démocratie, la réforme institutionnelle, les relations entre les pouvoirs publics, le jupitérisme est abusif, la décentralisation n'a pas été pensée ni faite. La région parisienne, par exemple, il est anormal qu'elle reste dans l'état où elle est. Et je crois qu'il devrait véritablement centrer l'une de ses offres politiques sur le franchissement de réformes importante sur ce plan-là. Dernière chose, un mot encore sur l'écologie. Je crois qu'il accompagne, et c'est très intéressant, c'est un des tournants du quinquennat, il accompagne une reprise, une révision en profondeur du discours écologique, non seulement des Français, mais des Européens et de l'ensemble de l'humanité face à l'urgence constatée par le GIEC, face à l'urgence des réformes. On voit bien que la grammaire écologique défendue par les écologistes, notamment en France, est inadaptée et qu'il faut repenser cela en profondeur, y compris dans les rangs du macronisme. Lucile Schmid. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on voit ce que dit... Enfin, je suis d'accord avec Jean-Louis sur un truc paradoxal, c'est la question de la timidité macronienne. Personne n'imagine un instant, aujourd'hui, de dire que Macron est un timide. Jupiter timide. Oui. Mais oui, je pense qu'il y a un côté Jupiter timide et que quand Isabelle nous dit, voilà, il y a un site qui a été lancé avec vous, qui est le site, au fond, d'Emmanuel Macron, mais sans le dire, il y a quelque chose autour de cette incapacité à organiser la relation aux autres. Et cette question de l'humanité d'Emmanuel Macron, de sa timidité, me semble être un élément assez fondamental. Pourquoi ? Parce que on sait bien qu'être élu président de la République, si ce n'est par surprise, parce que je rappelle qu'en 2017, c'est une élection par surprise qui tient aussi à la chance d'Emmanuel Macron, à l'alignement des étoiles et notamment à ce qui est arrivé autour de François Fillon. Voilà pourquoi la droite estime qu'elle a été frustrée d'une élection présidentielle. Donc si on veut être élu pour qui on est, maintenant qu'on vous connaît un peu, cette question de surmonter la timidité me semble être un élément fondamental. Moi, je pense par exemple qu'aujourd'hui, qu'Emmanuel Macron ne soit pas encore candidat est un vrai sujet, alors même que tous les sondages disent qu'il va gagner. Donc très bien, il va gagner, mais tout ça est purement virtuel. C'est-à-dire que quand il se déclarera candidat, que diront les sondages ? Et la question de « avec vous », la question des corps intermédiaires qu'a soulevé Isabelle, me semble être un élément aussi fondamental. Comment fait-on collectif ? Est-ce que c'est en allant voir un tel et en lui disant « je ferai comme vous avez dit » ou « je vous dirai ça et je ferai autrement » Ce qu'a soulevé Jean-Louis sur le fait qu'il y avait à la fois la question de la cohérence et la question du fait qu'en campagne, au fond, on segmente les choses, me semble être un deuxième élément essentiel. Et par rapport à ce que dit Lionel, sur le progressisme, il demande à être un peu plus défini. Qu'entend-on par là ? S'agit-il d'un progressisme sur la question sociale ? S'agit-il d'un progressisme à l'échelle européenne ? Comment gère-t-on l'ouverture au monde ? Emmanuel Macron a ouvert beaucoup de chantiers, et notamment celui de reprendre place dans le monde pour la France. Et lorsqu'il est président du Conseil de l'Union européenne, en même temps qu'il sera peut-être et sûrement d'ailleurs même candidat à l'élection présidentielle française, il ouvre l'hexagone au monde, mais il s'agit maintenant de décliner la feuille de route de ce qu'il a mis en termes de principes, alors même que je trouve qu'il reste très théoricien et pas assez praticien de la patte humaine et de la société française. Timidité ou ambiguïté ?
dont, comme chacun sait, on ne sort qu'à son détriment, allez savoir. Isabelle de Goldman. Oui, peut-être les femmes sont plus sensibles au collectif que les hommes, en tout cas autour de cette table. Non, je suis d'accord, effectivement, Emmanuel Macron, il a 25% de cote de popularité, donc c'est beaucoup, mais il est aussi très haï. 40. Moi, je suis alors, ouais, en tout cas 25% d'intention de vote. d'intention de vote, Voilà. 40. Ce qui, moi, me frappe, c'est que dès qu'on se transporte un peu en dehors de la région parisienne, on est très frappé des critiques très acerbes du ton qu'il y a par rapport à Emmanuel Macron. Donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'émotion qui est important et dont il faut tenir compte. C'est-à-dire que s'il est réélu, ce qui est effectivement probable, il y aura beaucoup de gens qui vont être en fait très, très, très furieux. Et c'est ça, moi, que je trouve embêtant, c'est que cette personne-là, Emmanuel Macron, n'a pas le souci d'écouter, de se faire aimer. Il y a une forme d'autisme. Pour moi, c'est pas de la timidité, c'est plutôt de l'autisme. Et on voit bien sa manière de gouverner. Il est quand même très seul ou avec quelques personnes, souvent d'ailleurs masculines, comme ça, un peu dans sa tour d'ivoire. Et on a le sentiment qu'il a du mal à faire du collectif, ce que Valérie Pécresse y arrive peut-être mieux. J'en sais rien. Elle n'a pas encore fait ses preuves. Et puis, la gauche veut bien. Enfin, Gérald Darmanin n'est pas vraiment de gauche. Et il y a quand même dans ce gouvernement des inflexions plutôt à droite. Donc voilà, je trouve qu'il ne faut pas non plus être comme ça sur une sorte de béni oui-oui progressiste par rapport à Emmanuel Macron. Lionel Zinsou. Oui, c'était les chrétiens démocrates, les démocrates chrétiens, oui, qui disaient oui 2 fois au projet de constitution au début de la 4e République. C'est une référence très convenable d'être béni oui dans le paysage politique français. Non, mais il y a un point aveugle, c'est que il se trouve que c'est le candidat qui a le plus de voix de gauche. Il se trouve que sur 25%, la moitié, grosso modo, et un peu moins qu'Édouard Philippe, me direz-vous, qui a plus de soutien à gauche et qui, du coup, est un Premier ministre, un ex-Premier ministre, à un niveau de popularité un petit peu inattendu. Vous dites qu'on ne voit personne d'autre dans le macronisme. Oui, enfin, bon, il se trouve que, par exemple, il y a Édouard Philippe. Mais sauf qu'il n'y est plus. Sauf qu'il n'y est plus, sauf qu'il va être dans la construction de la majorité suivante. Donc, dire qu'il n'est plus d'Édouard Philippe, c'est peut-être rapide quand même. Son passage de l'histoire n'est pas terminé. Non, je crois simplement que c'est le candidat qui a le plus de voix de gauche, d'électeurs de gauche. Alors, vous pouvez penser que c'est paradoxal qu'il en ait plus que Madame Hidalgo, que Madame Taubira, même que Monsieur Mélenchon au niveau des intentions, et que tous ces électeurs-là se trompent. Bon, ils sont déjà trompés une fois, et ils recommencent. Parce qu'en réalité, ils ont été trompés, déçus, trahis, a dit Lucile. La trahison sociale. Bon. Eh bien, écoutez, ils sont mystifiés, mais il se trouve que c'est le candidat qui a le plus d'électeurs de gauche dans les intentions de vote. Je crois qu'il faut regarder quand même en face cela. D'ailleurs, quand vous prenez les chiffres de la gauche accrus de cette moitié du président de la République, vous retombez sur des chiffres historiques. Il faut vraiment... Ça, c'est un point qui est complètement aveugle. C'est-à-dire, on dit, la gauche, au total, n'a que 27%. Oui, parce qu'on dénie d'être de gauche aux électeurs de gauche qui ont toujours voté à gauche et qui se classent à gauche dans les sondages, mais qui sont des électeurs de Macron, d'être vraiment de gauche. Rétablissez ce chiffre, ça donne un paysage légèrement différent. Jean-Louis Bourlanges. C'est vrai que son problème, c'est qu'il n'est pas de droite. La droite historique, c'est pas à la rédactrice en chef de La Croix qu'on l'apprendra, est fondamentalement illibérale depuis la Révolution française. Elle est corporatiste, elle est illibérale, elle est traditionnaliste sur le plan des valeurs, et elle est, ça c'est plus récent, mais elle est devenue identitariste sur le plan national. Donc c'est 3 choses contre lesquels M. Macron se dresse. Or, son opposante principale, c'est Mme Pécresse. Mais sur l'impopularité de Macron, un mot, elle est logique. Tous les dirigeants sont impopulaires. Nous sommes dans une situation où le dégagisme est la règle, c'est ça le danger, parce que les hommes et les femmes politiques ne peuvent pas aujourd'hui donner aux citoyens ce que les citoyens ont envie de recevoir. L'offre politique est contrainte par un certain nombre de limites, de pénuries, de contradictions qui les empêchent de satisfaire pleinement les gens. Et donc, chaque fois, c'est la définition classique de la névrose, les électeurs
La névrose, c'est répéter éternellement le même geste en escomptant des résultats différents. Les électeurs répètent éternellement le même geste, ils renvoient les sortants, ils en escomptent des résultats différents et ce sont toujours les mêmes résultats qu'ils obtiennent. Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à la situation au Sahel, où avec le coup d'État à Ouagadougou, les fondements politiques de l'intervention française risquent de se déliter un peu plus. L'opération Barkhane, qui engage la France contre les groupes djihadistes depuis 2013, pourrait être affectée par la nouvelle crise au Burkina Faso. La région des 3 frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger est la principale zone d'opération des militaires français et le commandement de la force Sabre, qui regroupe les forces spéciales françaises déployées en soutien à l'opération Barkhane au Sahel et dont l'objectif est de traquer les terroristes, est installé à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Ce coup d'État intervient alors qu'avec le Mali, naguère partenaire privilégié de la France, le divorce est consommé depuis le débarquement en décembre à Bamako des mercenaires russes de Wagner. Sur le terrain, la coopération est de plus en plus compliquée. Les autorités maliennes ont demandé à leurs homologues français une révision des accords de défense. La junte malienne s'en prend désormais à la force Takuba qui regroupe les forces spéciales européennes de 14 pays sous commandement français. Et soucieuse d'éviter l'enlisement après 9 ans de lutte anti-djihadiste au Sahel, la France a entrepris de faire passer ses effectifs de plus de 5000 hommes à 2500 ou 3000 d'ici 2023 et compte réorganiser son dispositif en s'appuyant sur des partenaires européens, avec pour objectif de cesser les vastes opérations de contrôle de zone menées en première ligne pour privilégier la formation et l'appui au combat des armées locales. Alors qu'à Ouagadougou, une partie de la population a applaudi le coup de force, les regards se tournent maintenant vers le dernier rescapé de l'épidémie de putsch, le Niger. Dans ce pays aussi, les groupes armés gagnent du terrain, l'armée semble impuissante et l'État a déserté des zones entières de son territoire, les mêmes ingrédients qu'au Mali et au Burkina Faso. Sur cette question, Lionel Zinsou. Oui, Philippe. Alors, oui, il y a des ingrédients communs, notamment, effectivement, la déstabilisation par des groupes terroristes de l'ensemble des pays du Sahel, qui sont essentiellement des groupes exogènes, étrangers, pas du tout venus des profondeurs des populations, pas du tout pratiquant le même islam, d'ailleurs, que les populations. Parce que l'islam malékite, tourné plutôt vers les oulémas marocains qui dominent jusqu'au Nigeria, en Afrique de l'Ouest, a très peu de choses à voir avec un islam regardant vers les lieux saints. Et au fond, c'est Daesh et Al-Qaïda qui ont des succursales. Enfin, les mouvements ont pris les marques, les labels, et c'est profondément exogène. D'ailleurs, quand vous regardez les provenances des djihadistes, quand ils sont faits prisonniers et autres, ils viennent du terrain de la Syrie en termes d'expérience de guerre, et ils sont de toute nationalité, beaucoup de Tunisiens, de Marocains, des gens du Moyen-Orient, des Algériens exportés vers les pays d'Afrique subsaharienne par les services spéciaux algériens dans le cadre de la pacification après les exactions, les massacres, les années de plomb et le GIA, avec une ambiguïté algérienne un peu singulière, et évidemment le déversement des armes de la Libye. Tout ça est complètement exogène, et d'ailleurs, quand les gens pensent que des populations islamistes rejettent l'Occident, ses valeurs, sa démocratie, etc., et qu'il y a un terrain très, très profondément labouré par les djihadistes, les terroristes, mais c'est complètement faux. Regardez Tombouctou. Quand ils ont été pris par les troupes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, on a détruit les mausolées sacrés des saints parce que dans l'islam d'Al-Qaïda, comme d'ailleurs de Boko Haram, qui est une filiale maintenant de Daesh, il n'y a pas de saints, il n'y a pas de mausolée, il n'y a pas de manuscrits profanes. Il y a 1 million de manuscrits, c'est l'or des mots
du Mali, comme disait Jean-Marie Clésio dans le magnifique livre de Jean sur les manuscrits de Tombouctou, et ce sont les populations qui ont caché ces manuscrits, et donc on a pu n'en brûler qu'une fraction. C'est un trésor pour l'humanité de la plus vieille université du monde de Tombouctou. C'est donc pas du tout le même islam, et le rejet est total. Donc, faire un tout petit peu attention, il y a des ingrédients communs. C'est vrai que la déstabilisation des États a été accélérée par le Covid et par la reprise économique. Le Covid parce qu'il n'y a pas de protection sociale. Là, pour le coup, on est très loin de l'État-providence possible. Il n'y a pas les moyens de l'État-providence, mais ça a été évidemment très fortement ressenti par des populations qui ont des revenus journaliers. Et on était paralysés par des confinements, des cordons sanitaires, etc. Donc, oui, le Covid, mais la reprise aussi, parce que vous avez dans la reprise économique vigoureuse de tous ces pays, y compris les pays du Sahel, une situation où la hausse des prix des vivres ou du fuel que vous mettez dans vos groupes électrogènes est spectaculaire, très importante. Alors, en macroéconomie, les produits exportés par le Sahel, qu'il s'agisse de l'or du Mali, qu'il s'agisse du coton du Mali, du Burkina, ce sont des produits, qu'il s'agisse un peu plus au sud du cacao, du café, etc., qui sont en très forte progression de prix. Et donc, macroéconomiquement, on dit, en réalité, l'inflation mondiale, elle bénéficie à ces pays. Oui, mais ça, elle bénéficie aux caisses du Trésor public en termes de prélèvements obligatoires, mais les populations ne le voient pas du tout comme ça. Les populations, elles voient un appauvrissement. Donc c'est un appauvrissement au cube. Vous êtes dans des pays parmi les plus faibles au monde en termes de revenus par tête. Même le Niger, qui a une frontière avec mon pays, le Bénin, plusieurs centaines de kilomètres, a la moitié du revenu par tête d'un pays comme le Bénin. Et le Bénin a un revenu de $1 000 par tête. Il se situe dans les 30 moins riches. Mais on est encore beaucoup, beaucoup plus pauvre. Au carré, parce que vous avez l'effet Covid, et au cube, parce que vous avez des populations déplacées. Vous avez sur des espaces immenses, il s'agit de protéger un ensemble qui est plus grand que l'Europe, beaucoup plus grand que l'Europe. Vous avez au seul Burkina, qui est un des plus petits pays, 1,5 million de déplacés à l'intérieur et qui maintenant déborde vers les frontières. Mais sur l'espace, je voudrais dire que l'espace s'élargit, la ligne de front s'élargit. Vous dites, Philippe, la zone des 3 frontières, c'est comme ça qu'on l'appelle, et c'est là où il y a eu les pires massacres. C'est-à-dire, l'armée malienne a abandonné sa frontière avec le Niger, et vous avez la frontière avec le Burkina qui est maintenant abandonnée par l'armée burkinabé, et c'est une des raisons du coup d'État. Le pays qui a perdu le plus du contrôle de son territoire, c'est le Burkina, en fait, qui est un pays plus petit que les autres. Oui, mais c'est pas les 3 frontières, c'est les 6 frontières. Parce que à 100 km de là, si vous voulez, prenez la province de Tillabéri, vous avez les pires massacres au Niger, où il y a les pires déplacements. C'est une frontière avec, certes, le Mali et le Burkina, mais aussi avec le Bénin. Et vous avez aujourd'hui, au nord du Bénin, au nord du Togo, au nord du Ghana un tout petit peu moins touché, au nord de la Côte d'Ivoire, des coups de main de terrorisme de plus en plus profonds. Et juste un témoignage, aujourd'hui dans un pays comme le Bénin, qui n'était pas sur la ligne de front, qui n'est pas un pays de façon dominante travaillé par les problèmes de l'islam, etc., parce qu'il y a un équilibre des religions, bon, vous avez la frontière burkinabé totalement démunie, non pas seulement de sécurité, mais de tous les services publics. C'est évidemment une des raisons pour lesquelles l'armée est intervenue. Il y a quelque chose d'un tout petit peu légitime, bien que le président Kaboré ait été vraiment élu et qu'il n'y ait pas eu de tricherie, que ça n'a pas été contesté. Mais il a été élu il y a un peu plus d'1 an. Entre-temps, la dégradation était exceptionnelle. Aujourd'hui, de l'autre côté de la frontière du Togo et du Bénin, au Burkina, il y a des barrages de sécurité, de contrôle sur les routes. Ils sont tenus par les djihadistes. Et aujourd'hui, les djihadistes viennent faire leur commande, en gros, pour les maquis, au nord du Togo et au nord du Bénin. Ça veut dire que ces pays sont désormais contaminés. Et c'est vrai aussi de la Côte d'Ivoire. Dans un immense espace
qui s'élargit. Oui, il y a des caractères communs, il y a aussi beaucoup de différences entre ces pays. Il ne faut pas simplifier. Il y a parfois des problèmes millénaires comme les Peuls qui, étant transhumants, étant dans une forme de nomadisme, ont des problèmes avec les populations sédentaires depuis des millénaires. Il y a des caractères exceptionnels culturellement des Touaregs qui sont millénaires. Donc, c'est pas du tout des sujets simples, pas totalement homogènes d'un pays à l'autre, mais vous avez un effet de domino qui fait que nous pourrions avoir un ensemble de plus de 100 millions d'habitants, si vous y incluez la Côte d'Ivoire maintenant, le Bénin et le Togo, qui basculent dans des troubles considérables. Aucun de ces coups d'État n'a été, au fond, organisé par les djihadistes. Ils ont simplement permis la déstabilisation ultra rapide dans la dernière année des divers régimes. Lucile Schmitt. Oui, Lionel nous a dressé ce tableau de cette immense zone géographique, d'une grande complexité historique, avec ces questions de populations différentes. Et on voit bien que les frontières qui ont été quelque part tracées dans le cadre de la colonisation ont aujourd'hui un caractère arbitraire et quelque part, en même temps, permettent à ces groupes armés d'aller se retrancher après avoir mené leurs opérations. C'est un point essentiel, la zone des 3 frontières, la zone des 6 frontières. Moi, ce qui me semble important de signaler, c'est que Emmanuel Macron n'a pas choisi d'aller au Mali. C'est quelque chose qui s'est décidé du temps du quinquennat de François Hollande en 2013. Opération Serval, puis opération Barkhane, à laquelle Emmanuel Macron a eu à cœur d'associer l'Europe, c'est-à-dire au fond d'élargir la façon dont l'intervention contre le terrorisme islamiste serait menée en Afrique, de façon à ce que la France ne soit pas seule. Et pour échapper, il avait à son obsession de refaire la France-Afrique. Moi, je voulais rappeler une chose, c'est que lorsqu'Emmanuel Macron est élu en 2017, il va à Ouagadougou, donc au Burkina Faso, et il va s'adresser aux jeunes, aux étudiants, à l'université, en disant que la France-Afrique, c'est fini, et que quelque part, aujourd'hui, la France veut être porteuse d'un soutien à la démocratie en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, spécialement en s'adressant à cette jeunesse qu'il charge quelque part d'une responsabilité politique. Et au fond, 5 ans plus tard, nous sommes face à la difficulté, je ne rends pas d'ailleurs Emmanuel Macron comptable de cette difficulté, la difficulté de faire évoluer cette Afrique de l'Ouest par rapport à ce que vient de dire Lionel Zinsou sur la façon dont des succursales terroristes s'organisent par rapport à cet immense espace, et dont effectivement des responsables politiques démocrates n'arrivent pas à lutter contre ce terrorisme islamiste et n'arrivent pas donc à trouver leur légitimité politique face aux populations. Au fond, ce qui est très intéressant dans le coup d'État au Burkina Faso, c'est que Kaboré était le premier président civil élu depuis 1966, et pour autant, il n'a pas résisté. Et certains osent parler de coup d'État militaire populaire, parce que lorsque les militaires prennent le pouvoir et qu'ils ils disent qu'ils vont restaurer au fond la sécurité des populations, ils sont populaires. Ils sont populaires face à Kaboré démocratiquement élu, mais qui n'a pas tenu la promesse, qui n'a pas permis même à l'armée de s'alimenter, qui a été victime du fait que 50 militaires burkinabés ont été tués l'année dernière. Et par rapport à cela, que peut faire la France lorsque le sentiment anti-français, je voulais insister là-dessus, le sentiment anti-français aujourd'hui est en pleine résurrection, alors même qu'Emmanuel Macron avait porté cette promesse en 2017. Ce sentiment anti-français, il est suscité même au niveau politique, parce que c'est une facilité, c'est la même chose en Algérie. Et le sentiment anticolonial, il est aussi suscité, y compris par l'influence russe, où aujourd'hui, la milice Wagner, les milices Wagner sont de plus en plus présentes en Afrique de l'Ouest. Elles sont déjà en Centrafrique, elles étaient au Mozambique, et on assiste à une espèce de lutte d'influence entre la Russie et l'Europe autour de l'Afrique. Le sentiment anti-français, Lucile, est beaucoup fabriqué par la Russie et l'Iran sur les réseaux sociaux pour en fait retourner l'opinion française et faire partir sous la pression de l'opinion française les troupes françaises. Il n'y a pas européenne, d'ailleurs on vient de bouter hors du Mali les Danois, mais franchement c'est une construction. Il faut vraiment pas être naïf devant la puissance des fake news financées, organisées par la Russie depuis plusieurs années. Il faut vraiment les dénoncer comme tels. Isabelle de Goldman. Oui, alors moi je trouve que c'est très important ce que Lionel a dit sur le côté exogène
de tout ce qui se passe en ce moment dans cette zone. Il faut vraiment prendre conscience qu'au Burkina Faso, c'est terrifiant. 1,5 million de déplacés, hein, tous les gens du nord qui vont au sud, parce qu'au nord, ils n'ont plus de sécurité, 2000 victimes quand même. Et d'ailleurs, à tel point que ce qui est intéressant, c'est que les djihadistes ont essayé de faire une guerre de religion au Burkina Faso. Ils ont plutôt échoué, puisqu'ils ont essayé d'un moment effectivement de massacrer des chrétiens au nord, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc en fait, ce sont des musulmans qui ne sont pas du tout entrés dans ce jeu-là d'affrontement interreligieux, même si je trouve qu'il faut faire attention dans cette zone, plutôt à long terme. À la Croix, on avait fait une enquête pour montrer comment les nouvelles mosquées sont quand même des mosquées financées par le wahhabisme. Donc c'est plus l'islam du Maroc, c'est un islam salafiste, pas forcément violent, mais qui peut aller à la violence et qui effectivement... Plus on va vers le Nigeria, plus on va vers l'Est, plus on va vers le wahhabisme. Voilà, plus perméable en tout cas. On s'éloigne de l'islam malikite, tolérant, etc. Oui. Et donc à long terme, c'est vrai que peut-être c'est un point d'attention. Alors après, ce que je trouve intéressant, c'est vrai, il ne faut pas tout confondre, parce que je pense que le Burkina Faso, c'est pas forcément si catastrophique que ça pour Barkhane, finalement, puisque c'est un militaire qui a l'air plutôt, qui d'ailleurs a été formé en partie en France, et qui a l'air, en tout cas ses premières déclarations sont plutôt rassurantes. C'est juste quelqu'un qui effectivement n'a pas supporté une forme de corruption, hein. Le Burkina Faso, c'est-à-dire le pays des hommes intègres, et la corruption de l'ancien président par rapport à l'armée qui a laissé l'armée dépouillée, etc. Et moi je trouve que le problème, en tout cas pour la France et l'Europe, c'est Barkhane. Qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on va? Est-ce que l'Europe va arriver à finalement prendre le relais de la France sur cette histoire? Et ça paraît douteux. Et de ce point de vue-là, le coup d'État au Burkina Faso n'est pas une bonne nouvelle, parce qu'on a vraiment l'impression d'une zone qui est en perpétuel coup d'État, un peu comme ce qui se passait autrefois avec ces militaires avec des lunettes noires et qui prennent le pouvoir. Et c'est vrai que cette force européenne, qui était quand même une solution pour ne pas trop franciser cette question, elle est mal en point, et il n'est pas du tout sûr. Donc les Danois sont partis, les Suédois sont hésitants. Enfin, il n'est pas du tout sûr que les Européens veuillent suivre les Français dans cette histoire, et notamment les populations européennes qui n'ont en fait rien à faire du Sahel. Jean-Louis Bourlanges. Oui, parler de cette question après Lionel, après, bien sûr, nous sommes tous à égalité devant Lionel, mais Lionel est ancien Premier ministre du Bénin, et j'ai un peu l'impression, je me sens, je pense à la phrase de Norodom Sihanouk, qui refusait de commenter le discours du général de Gaulle en disant « Quand la Calas entre en scène, les autres se taisent ». Et je crois que notre Calas, c'est Lionel. Et effectivement, faites donc la Tebaldi, si vous voulez bien. Oui. Et il a sur cette région du monde une connaissance que nous n'avons pas ni les uns ni les autres. Et simplement, moi, je reconnais que quand j'étudie les choses de mon bureau à Paris, ou avec les contacts que je peux avoir avec nos postes, je vois les choses à peu près comme Lionel. C'est-à-dire que je crois qu'il faut bien distinguer deux choses. Il faut distinguer ce dont vous avez beaucoup parlé, avec toutes les nuances qu'il faut, le problème terroriste, qui est très grave. Et je suis d'accord avec Lionel, c'est un cancer qui se développe et qui va, si on y prend garde, et si on ne fait pas ce qu'il faut, c'est difficile de savoir ce qu'il faut faire, va s'emparer du golfe de Guinée. Le nord de la Côte d'Ivoire est déjà atteint, partout, c'est une affaire contagieuse, et donc ça engage toute la communauté de l'Afrique de l'Ouest. Même le Sénégal le Sénégal s'est toujours vécu comme une sorte d'exception démocratique africaine, mais ils ont le sentiment d'être dans une situation de plus en plus privilégiée en termes de démocratie, et donc de plus en plus précaire en réalité. Donc il y a un problème qui est massif et qui n'a rien à voir avec les intérêts des uns ou des autres, qui fait qu'on peut voir basculer cette région dans la confusion, exactement dans les termes qu'a décrit l'ancien Premier ministre du Bénin.
la deuxième chose, c'est que ces coups d'État, là aussi je suis d'accord avec ce que vous dites les uns et les autres, ces coups d'État, c'est embêtant parce que ça contrerie directement ce que nous essayons de faire depuis des années en Afrique, c'est-à-dire mettre fin à la France-Afrique, installer des régimes démocratiques légitimes, etc., avec des élections qui se passent de façon relativement raisonnable, pas partout, hein, au Bénin ça a été compliqué, mais notamment à Ouagadougou, dans le Burkina, l'élection du président avait été à peu près correcte et il était légitime. Et malgré tout, on a quand même une vague de coups d'État. On a un retour au régime autoritaire. On a évidemment le Mali, on a maintenant Burkina Faso, on a la Guinée, et ça peut être contagieux, la tentation. Et ça s'explique par ce que nos amis italiens appellent le malgoverno. C'est-à-dire que, effectivement, au Burkina Faso, c'est très clair. Je ne sais pas si on doit parler de corruption à propos du président, mais d'impuissance à défendre les intérêts de l'armée, à assurer l'ordre dans toute une grande partie du pays, le nord d'abord, mais même de plus en plus l'ensemble des frontières. Et alors on est dans une situation paradoxale. J'étais à Berlin lundi, je discutais de ces questions avec mes homologues du Bundestag, et ils disaient, écoutez, nous on doit reconduire en juin prochain notre aide. Ils ne participent pas à Takuba, à proprement parler, mais ils participent du programme européen de formation. Il dit, est-ce que on est là pour former des gens de qualité qui prennent le pouvoir en putschiste. Il y a quand même un côté qui va pas du tout là de ce côté-là. Et donc on a vraiment, c'est la qualité de ces forces que nous avons formés, qui sont souvent en France, qui sont devenus de grande qualité et qui représentent, et avec un certain soutien, il faut voir, je crois que les nuances apportées par Lionel sont bienvenues, mais avec un certain soutien de la population, soutien très limité au Mali, par exemple, contrairement à ce qu'une manifestation récente a pu faire croire, mais certainement beaucoup plus grand au Burkina Faso. Enfin, ça se discute. Mais il représente quand même quelque chose qui est relativement accepté parce que les gens veulent que le travail soit fait. Et donc, on a cette réalité. Alors, que peut-on... Alors, les Européens nous regardent vraiment... c'est très, très, très astucieux de la part de Goïta, le colonel qui dirige le Mali, de mettre en cause les Danois, etc. On crée une certaine zizanie, mais je crois qu'il faut quand même convaincre... Il y a deux choses qu'il faut faire. Il faut convaincre quand même nos alliés, nos partenaires européens, que dans cette affaire, on défend quelque chose d'essentiel, qui est la stabilité de toute une région et la frontière sud de l'Union européenne. Et deuxièmement, qu'on ne pourra pas continuer à le faire indéfiniment, même rapidement, à partir du Mali, dès lors que les dirigeants du Mali sont totalement, comme l'a rappelé Lionel notamment, sont totalement hostiles à notre présence. Il va falloir réorganiser quelque chose avec des amis. La CEDEAO, ce sont des démocrates qui veulent se défendre, notamment le président du Niger, qui est un homme remarquable, et sans doute il va falloir s'appuyer sur d'autres pays que le Mali, mais c'est une affaire très, très difficile, mais l'enjeu n'est pas négligeable et l'enjeu n'est pas indigne. L'heure est venue de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en rappelant à nos auditeurs qu'ils connaissent le professeur Raphaël Gaillard, qui est le patron du pôle hospitalo-universitaire de Sainte-Anne. On avait avec lui comme invité enregistré en juillet 2020, une thématique qui avait été remarquée sur la psychiatrie dans la cité, thématique d'ailleurs qu'on peut réécouter et dont on peut lire le compendium sur notre site. Raphaël Gaillard publie chez Grasset un livre intitulé « Un coup de hache dans la tête » et sous-titré « Folie et créativité ». Un coup de hache dans la tête, c'est pas tout à fait une citation complète, mais c'est un bout de citation d'une formule de Diderot. Les grands artistes ont un petit coup de hache dans la tête. Et c'est l'illustration du fait que Raphaël Gaillard n'est pas seulement médecin, il est aussi un ancien élève de l'école normale supérieure. Et il a une culture littéraire qui fait que son livre s'appuie à la fois sur sa connaissance, notamment des mouvements littéraires, du romantisme, du surréalisme, et aussi sur ses entretiens avec ses patients, qui lui permet de faire tourner ce livre autour de la schizophrénie, autour des différents troubles de la personnalité, pour s'interroger sur la genèse et la nature de la parenté entre créativité et troubles mentaux. Ça s'appelle donc Un coup de hache dans la tête et c'est chez Grasset. Isabelle de Gaulmin.
Oui, moi j'avais envie de parler d'un livre assez curieux que j'ai découvert. Alors, Le Roi Beaulieu, pour beaucoup de gens, c'est un amphi. C'est l'amphi de sciences Et pour politiques. d'autres, c'est un comédien qui est dans un film de Jacques Becker. Oui, mais alors, il y a un Anatole Le Roi Beaulieu qui a donné son nom d'ailleurs à l'amphi de Sciences Po et dont on réédite, et vraiment, c'est d'ailleurs tout à fait en lien avec la première partie de l'émission, les doctrines de haine. Et c'est passionnant parce que, en fait, alors il est juste après l'affaire Dreyfus et juste avant la loi de 1905. Il fait une série de conférences pour expliquer c'est quoi la haine qui empare à ce moment-là les Français, haine antisémite, haine anti-protestant et haine anticléricale. Et lui se situe comme catholique libéral, un peu comme Monsieur Macron, sauf qu'il n'est pas catholique. Mais voilà, et c'est ce qui est passionnant. Il n'est pas contre non plus. Il n'est pas contre. Il est un peu protestant. Il est chrétien, credo exclu. Voilà. Il est timide. Et pas collectif. Et ce qui est passionnant dans ces conférences, donc c'est une réédition avec une très bonne préface de Valentine Zuber, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que il explique qu'en fait, ces haines, elles ont toutes un point commun, c'est que on désigne un ennemi de l'intérieur qui en fait vient de l'extérieur, que ce soit les Juifs qui viennent de l'extérieur. Les protestants, alors c'est des Allemands, et les catholiques, c'est des Latins. C'est assez intéressant comme il décrypte ça. Et en fait, dans le discours qu'on tenait à l'époque sur l'anticléricalisme notamment, on pourrait mettre islamophobie et on trouve exactement les mêmes ingrédients. Donc voilà, ça fait du bien de relire ça, et puis on se dit que finalement, après, il y a une grande loi de pacification, que la loi de 1905, donc tout n'est pas perdu. Lionel Zinsou. Oui, alors moi je recommanderais de lire un livre, enfin peut-être en diagonale parce qu'il fait 360 pages, mais des Gracques, le manifeste de la dernière chance, publié chez Albin Michel. Alors ça, je crois que c'est un titre de l'éditeur plutôt que des auteurs. Bon, moi, je fréquente beaucoup les auteurs. D'ailleurs, un conflit d'intérêt à vous recommander de le lire, même si je n'ai évidemment aucun droit d'auteur et je n'en ai pas écrit une page, mais je suis assez proche. La dernière chance, il y en a beaucoup de dernières chances. Voilà, si vous voulez, les dernières chances, elle revient tous les 5 ans, elle revient. Enfin bon, mais enfin, c'est quand même. Moi, je propose de regarder ça parce qu'il y a beaucoup de propositions institutionnelles pour faire plaisir à. Alors oui, enfin, il y a beaucoup de propositions économiques, il y a beaucoup de faits, etc. Et à défaut d'avoir une campagne électorale qui traite des vrais problèmes, parce qu'on peut pas uniquement se demander combien d'immigrés de la deuxième génération par million on va pouvoir renvoyer au Mali précisément ou en Algérie contre la volonté de ces États. Bon, c'est des sujets intéressants, mais pas extrêmement pratiques. Voilà. On peut parler de ressortir le Karcher pour, j'imagine, nettoyer les quartiers. On peut créer un Guantanamo qui nous manquait, franchement, parce qu'on a beau être jupéiste et mettre des requêtes au Conseil d'État, c'est une idée originale de créer un Guantanamo à la française. Il faut trouver une île. Bon, enfin, voilà, l'île de Ré ou l'île Dieu, il y a des traditions. Enfin bon, mais si on considère que c'est pas les sujets principaux de l'avenir en France et des politiques publiques, là, vous avez un petit manuel avec pas mal d'idées. Vous pouvez vous faire votre campagne dans une France que Jean-Louis décrit comme très fragmentée. Moi, je crois que c'est une invention éditoriale très réussie, mais dans une France très fragmentée, vous pouvez faire votre campagne électorale tout seul avec un kit qui est ce livre de la gauche macronienne. Lucille Schmid. En tout cas, du progressisme macronien. Moi, je voulais recommander un livre qui s'appelle Oubangui Chari, Le pays qui n'existait pas, qui a été écrit par Jean-Pierre Tuquois il y a quelques années déjà, et qui est assez passionnant par rapport à ce que nous venons de dire sur le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Oubangui Chari, en fait, c'est le Centrafrique. Et ce livre raconte comment est-ce que, sur un blanc sur la carte africaine, en fait, on a décidé en fait, que ce blanc devait disparaître et devenir français, et comment on crée de toutes pièces un pays qui n'existait pas, avec quand même quelques missionnaires sans scrupules, la Bible à la main, puisqu'on a beaucoup parlé de religion pendant cette émission, avec évidemment aussi des militaires, donc une sorte d'alliance en fait du militaire et du missionnaire. Et ce qui est assez passionnant, c'est qu'on voit là-dedans aussi tout ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, avec ces frontières qui n'existent pas non plus, et au fond cette difficulté à exister, hormis dans l'intervention armée, l'intervention Sangaris, qui avait mené la France 6 fois depuis l'indépendance
l'indépendance, et puis déjà la milice Wagner, qui aujourd'hui est en Afrique de l'Ouest. Je signale qu'avec Olivier Mongin, l'ancien directeur de la revue Esprit, vous signez, je l'ai signalé la semaine dernière, j'ai oublié le titre évidemment du livre que vous avez consacré à Emmanuel Macron avec Olivier Mongin, et vous allez me le souffler. Emmanuel Macron à contretemps. À contretemps, absolument. C'est pas en même temps, c'est à contretemps. Et c'est pas la dernière chance. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je découvre en écoutant Lucille que le Mont-Guichari, c'est comme la région centre, la région qui va de Chartres à Argenton-sur-Creuse, et qui en fait est simplement le résultat de ce qui reste quand on a fait toutes les autres régions autour. C'est à peu près ça. Ce qui manque dans la région centre, c'est les mines d'or. Oui, oui, c'est un trésor de diamants. C'est un trésor minéral de diamants qui ont des conséquences politiques françaises, la forêt, etc. Encore plus dense que dans la région centre. Et les Russes. Alors, maintenant, les légionnaires Wagner, mais ça va. Je voudrais consacrer ma brève à deux ouvrages sur l'Europe. Alors, d'abord, Céline Spector, Nos Démos, Souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe. C'est un livre passionnant parce qu'il pose le problème européen là où tout le monde refuse, parmi les hommes politiques ou les femmes politiques de ce continent, refuse de le poser, c'est-à-dire en termes théoriques. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie européenne? Qu'est-ce que c'est qu'une souveraineté européenne? Pas simplement en termes de slogan. Le slogan est d'ailleurs a un succès puisque les Allemands viennent de le reprendre à leur compte alors que c'était jusqu'à présent un tabou. C'était une idée française que personne ne reconnaissait. Mais c'est une Spector qui est une grande spécialiste de la pensée politique au XVIIIe siècle, de Rousseau, nous donne vraiment une analyse de fond de ces questions qui est tout à fait remarquable. Et puis, par ailleurs, je vais me livrer à un conflit d'intérêts. Je vais évidemment citer le livre d'une personne que nous connaissons bien ici, qui donc, Nicole Niesotto, préface de Jacques Delors, L'Europe, changer ou périr. Alors, c'est exactement le pendant du livre de Céline Spector. Céline Spector analyse les fondements institutionnels et idéologiques d'un projet d'Union européenne et évidemment Nicole donne le programme et notamment ce programme il est centré sur la révolution, le basculement à la fois géopolitique et géopolitique copernicien, géopolitique de l'Europe qui doit cesser de se regarder, de voir des peuples qui se regardent les uns les autres, mais regarder vers la planète et qui doit cesser de s'affranchir des logiques de puissance, même si elle doit rester fidèle à ses valeurs et à son droit. Il faut qu'elle pense son destin en termes tragique au sens weberien du terme, c'est-à-dire comme un va-et-vient entre les valeurs qui sont les siennes et une réalité qui lui résiste de plus en plus, car les valeurs européennes ne sont pas à la fête aujourd'hui dans le monde. Je vous remercie. C'est le livre essentiel. Je vous remercie et je remercie aussi Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium qui est publié tous les mardis, Nicolas Tourneau qui veille au site, Olivier Magloire qui veille aux plateformes de financement, Adrien Beccaria qui pour le studio L'Arrière-Boutique a enregistré cette émission, Julien Neuville qui l'a produit et je voudrais vous donner rendez-vous mercredi pour le prochain entretien avec Alexandre Gadi autour du patrimoine et d'un certain nombre de considérations sur sa préservation vivante. Merci, à la semaine prochaine.